tout d'abord, félicitations pour votre bon travail. En tout cas, ça a été agréable à lire. J'ai particulièrement aimé, en début de chaque chapitre, vous avez comme un graphique qui montre un peu le plan de travail du chapitre. C'est quasiment quelque chose qu'il faut demander, je pense, à des étudiants à faire. C'est trop, ça donne une super idée. Parmi les questions, en fait, la première en fait, bon, qui est peut-être ressortie aussi, que vous avez peut-être mentionné à la 36e à cette date, c'est à savoir, bon, finalement, dans ce projet-là, c'est quoi les contributions que vous avez apportées? Ok. Les contributions qu'on a apportées sont mentionnées, sont résumées finalement toutes dans une acétate. Le numéro 36, j'imagine. Oui, c'est ça, exactement. Vous avez anticipé ma question. Donc, déjà, il faut rappeler qu'au niveau de la littérature, c'est très rare de trouver des circuits qui s'adressent directement à la régulation RF, en plus qui vont à la régulation des tensions, dans ce cas, je veux dire, et en plus qui vont s'adresser spécifiquement à la désensibilisation contre les effets des perturbations RF. Donc, la contribution, déjà, c'est de pouvoir se situer dans ce créneau qui permet d'avoir une bonne perspective au niveau de la recherche. Ce que nous avons fait de façon plus précise, c'est partant d'une boîte noire qu'on avait ici, nous avons trouvé un circuit qui proposait une technique innovante pour faire de la régulation de tension à bas voltage. Dans ce circuit, il était important de passer d'une consommation de 800 microampères à 150 microampères, comme on l'a dit. L'autre contribution de la littérature qu'on a vue qui fait une telle opération, 360 microampères. Donc, on l'a fait à 640 microampères. Deuxièmement, nous avons conçu le cycle de polarisation qui va avec, parce que l'article mentionne juste le circuit et ses performances, mais au niveau de la polarisation, il donne juste des points. Donc, il a fallu aller chercher c'est quoi qui peut faire une bonne polarisation de ce circuit, ce que nous avons fait avec une miniaturisation à la clé. Donc, nous avons également conçu ce circuit designé ce circuit de référence qui était également important. Mais en termes maintenant de, ça c'est pour la régulation d'une part. D'autre part, en termes de désensibilisation, nous avons proposé une technique ici grâce à cette résistance qui permet premièrement de diminuer la résistance RF ici jusqu'à 6 nanohenry, ce qui est assez faible pour des inductances off-chip. Et deuxièmement, de diminuer la chute de tension de sortie, parce que quand on veut faire de la régulation, il faut limiter la chute de tension de sortie. Alors on a pu rattraper, dans des conditions où on avait le courant maximal, ce qu'il faut préciser également, on a pu rattraper 100 millivolts en termes de chute de sortie. Tension régulée. Ok, très bon, merci. L'autre élément, c'est que bon, vous avez votre régulateur de tension, vous avez testé avec une certaine fréquence dedans pour voir si effectivement il rejetait cette fréquence-là. Ça serait quoi la part de fréquence que vous êtes capable de rejeter avec le montage qui est là? Donc, la part de fréquence de perturbation que vous êtes capable de valider avec votre régulateur, ça serait quoi peut-être? Pour ce qui est de l'influence finalement de la fréquence sur le circuit, c'est ce qu'on peut regarder ici, c'est que nous avons peut-être une image un peu petite, mais si je regarde ici, la puissance, plus la fréquence va varier, mettons, plus les pics ici, parce que nous avons des pics de courant au niveau de la base. Ces pics de courant, ils ont une valeur moyenne qu'on appelle I moyenne, qu'on a estimé à 20 mA courant maximal. Alors, si on modifiait la fréquence, ce qui modifierait principalement, ce serait des pics. Par exemple, ou bien, ce serait pas des pics, mais la valeur du courant moyen de notre régulateur. Donc, nous avons pu aller jusqu'à 20 mA. Ça laisse quand même supposer que des fréquences plus faibles devraient être largement prises en compte. Mais jusqu'à ce qu'on peut aller au-delà de 1,88 GHz, je ne peux pas le dire avec certitude, mais je pense qu'on a un courant de 20 mA à 1,88 GHz. Peut-être on pourra aller jusqu'à 22 mA avec la fréquence correspondante, mais après, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, donc dans le fond, parce que l'application, c'est pour aller alimenter de l'équipement qui va travailler à plus haute fréquence.
cette raison-là, vous essayez d'être insensible à ces fréquences RF-là, étant donné que le but, j'imagine, de votre régulateur de tension, c'est justement de réguler la tension de ces équipements-là. Oui, oui, c'est exactement ça. On travaille avec les fréquences RF, finalement. Et donc, on a choisi un type de transmission particulière, wideband CDMA. On aurait pu en choisir un autre. Mais effectivement, l'objectif, c'est peut-être pas directement lié à ce courant ici, mais l'objectif, c'est du moment où on fait de la puissance RF, il y a une problématique réelle qui se pose. C'est que la puissance qui est censée aller toute dans l'amplificateur ici, elle ne va pas forcément le tour. Mais ça se voit peut-être comme ceci de façon directe, mais il faut aussi constater qu'il y a une infiltration à travers le matériau, à travers le circuit. Donc, on a une problématique de puissance RF qui rentre dans le régulateur et qui va perturber ses fonctionnements. On a pu le démontrer. Donc l'idée, c'est de proposer des techniques qui vont faire que l'état de l'art actuel, qui consiste à mettre cette bobine, puisse nous permettre d'avoir une sorte d'intégration sur puce. Donc, on a proposé une technique de sensibilisation qui permet de le faire, et puis, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais je voulais bien resituer la problématique, si jamais je peux dire. La dernière question, c'est, vous parlez donc, dans le CP comme tel, en cas de lecture aussi, on voit qu'il y a de nombreux avantages. Entre autres, vous avez une baisse du courant qui est consommé de 800 microampères à 135. Mais généralement, souvent, il n'y a jamais rien de facile dans la vie. On a beaucoup de biens d'un côté, mais j'imagine qu'il y a des inconvénients qui sont liés avec ces gains-là. Les inconvénients en question, c'est... Oui, les inconvénients, c'est... j'en vois directement comme ça de deux ordres. Permettez que je puisse juste retrouver la bonne acétate. C'est ça. Si on avait pu présenter déjà le premier circuit par rapport à celui-ci, on pourrait constater qu'il y a comme une sorte d'équilibre total au niveau de la répartition des courants. C'est-à-dire, initialement, ici on a un courant de 800 microampères, là on a un courant de... et là, à peu près ici c'est la moitié, donc on aurait eu 400 ici et 400 ici, en termes de courant. Mais on va constater ici que là nous avons 60 microampères, mais là on n'a pas la moitié, on n'a pas les 30. On a les 35, peut-être un peu plus même. Ça, c'est dû à ce que le fait que lorsqu'on diminue ce courant de polarisation, ça augmente ce qu'on appelle l'effet de modulation du canal. Alors, cet effet de modulation du canal va modifier cette tension ici, qui par symétrie va changer un peu la répartition des courants. Donc, ça, c'est un premier effet qu'on peut voir qui aurait pu être nocif, mais dans notre cas n'a pas été nocif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que un circuit, il est d'autant plus efficace qu'il a ce qu'on appelle de la transconductance. Alors, pour avoir beaucoup de transconductance, ça prend beaucoup de courant. Donc, il est clair qu'en passant de 800 microampères à 135 microampères, on perd beaucoup de gains au niveau de cet étage. Mais dans cette problématique, ce n'était pas un problème parce que par la suite, on met un buffer. Le buffer qui va agir en source commune. Oui. Et donc, qui va aussi contribuer au processus d'amplification du signal. Donc, on a pris la précaution de se dire, ok, lorsqu'on est à 1 mA, c'est-à-dire quand le buffer ne donne pratiquement pas de gain, est-ce qu'on a quand même suffisamment du gain pour assurer une bonne régulation? La réponse était oui. On a évalué le gain à 72 dB. Et lorsque le buffer par la suite va jusqu'à 20 mA et donc il a une contribution maximale, est-ce qu'on réussit à maintenir une bonne stabilité de notre circuit? Sa réponse également a été oui. Donc on a pris des précautions ayant anticipé ces effets nocifs pour être sûr qu'on avait quand même, d'un point de vue DC, un bon comportement et d'un point de vue AC également. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci.
en général de mémoire, c'est très bien écrit. Ça va en profondeur et c'est bien présenté. Maintenant, j'ai quelques petites questions. D'abord, le travail, je crois que tu l'avais mentionné, mais de la diapositive 14, tu fais une comparaison avec des travaux antérieurs. Alors, donc, le travail, tu proposes un régulateur qui à la fois est très faible en courant, 135 mA, étant donné qu'il peut pousser un courant relativement élevé, 20 mA. Le ratio est très bon, très fort. Là, maintenant, tu présentes un travail de 100 méal, de 135 microampères de polarisation. Le troisième, ouais. Je veux dire, est-ce que... donc, eux, ils ont proposé une polarisation de 135 microampères, ce qui est le même que ce que tu proposes. C'est quoi la différence? Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus que toi, les arguments qui m'ont amené les principaux arguments qui m'ont amené à choisir le circuit de Assad, déjà pour moi, on avait une technique nouvelle qui tenait déjà compte des limites de l'ancienne configuration et qui proposait de l'améliorer en utilisant des miroirs de courant. Là, c'est un facteur cas. Pour moi, c'était intéressant. Il y avait cette hausse des performances. Mais j'attire l'attention ici sur la colonne de la marge de phase, finalement, que nous avons ici à 70 et que nous avons là également à 71. Elles sont semblables depuis ma mort. Alors, si nous allons regarder la charge qui a été utilisée, ici nous avons 5,6 picofarad, là nous en avons 20. C'est à peu près 20 mA, l'autre c'est peut-être 21,5 mA. Non, les deux sont évalués à 20 mA. D'accord, mais si je regarde, mettons, la différence entre les deux courbes, tu vois, pour le courant, tu as une courbe en très grand, oui. Pour le courant, tu as une courbe en très tirée. Oui. L'écart entre les deux courbes, ça représente un relativement faible, c'est-à-dire on peut dire du genre de 1,5 à 2 mA. Non, je reprends. Ici, nous avons la puissance disponible, RF, et là, nous avons les courbes en courant, ici. Donc, pour faire la comparaison et savoir c'est quoi l'effet de la technique de désensibilisation, qu'est-ce qu'elle apporte, on s'est placé à la même valeur du courant, 20 mA, ici. Okay. Donc, il n'y a pas de différence entre les deux courbes ici en termes de courant, c'est la même valeur de courant, 20 mA. Et là, ce qu'on fait, ce qu'on regarde, c'est quoi qu'on a comme différence de tension qui va avec. Donc, à 20 mA, dans le cas, si on se place à 20 mA, dans le cas sans amortissement, on mesure la tension. Et puis on se met à 20 mA dans le cas avec amortissement, on mesure la tension, on va obtenir une différence de 100 mA. Ok, ça c'est très bien expliqué comme ça dans le mémoire. C'est vrai que c'est excellent, ça se bien expliqué. Là maintenant, je le considère. Je regarde, mettons, à 21,5 dBm, par exemple. Oui. Là, je prolonge sur les deux courbes, puissance constante. Puissance constante, oui. Là, je vois sur les deux courbes de courant, je vois une petite variation de courant. Oui. Cette variation de courant, c'est un surplus de courant que tu apportes à la base du transistor. Exact. Alors donc, ce que je trouvais qui manque un petit peu de moi, c'est de dire c'est quoi l'impact sur un courant de base, que tu es capable d'aller chercher quelques milliampères en courant de base. C'est quoi l'impact pour l'ampli? L'impact pour l'ampli, il y en a, je vois de façon directe là, je vois le processus d'amplification déjà. On est capable d'avoir plus de gains. Donc, parce que là, l'ampli, il est de type bipolaire. Donc, ça veut prendre le courant de base pour l'amplifier à la sortie et avoir davantage de gains. Ça, c'est un exemple. Ok, c'est ça, je veux savoir. La relation, là, ce que tu penses, c'est un courant de base. Oui. Quelqu'un qui ne sait pas, il va passer, il dit, mais c'est un petit courant. Et ça, c'est un courant de base. Oui, c'est ça. Ça se traduit en quoi en termes à la sortie? À la sortie, il faut tenir compte du gain bêta, du gain de transistor en tension, qui est de l'ordre de 120 dans ce cas de transistor. Donc, mettons qu'on a 1 milliampère qu'on arrive à de gain, qu'on arrive à 1 milliampère de courant qu'on arrive à sauver comme ceci. Ça fait bêta, pratiquement bêta fois de gain que nous avons au niveau de
Autrement dit, le 1,5 mA qu'on voit là, ça se traduit en 150 mA pour le courant collecteur. Exact. Ce qui représente beaucoup de puissance RF de sortie. Oui. Ça, ce point-là, dans l'article de AEEE CCECE, il est bien expliqué en confusion. Oui. Dans le mémoire, il est comme caché. Ok. Au début, tu dis, ben, on veut amplifier le courant, et ça prend un paragraphe, il faut bien rajouter un paragraphe quelque part, là où tu, par exemple, la page 188, que tu attires l'attention du lecteur pour dire, attention, la différence de courant que vous voyez, c'est simplement un courant de base. Mais à la sortie d'amplificateur, il y a quelque chose comme 120 fois plus. Et là, ça devient évident que la régulation, l'amélioration par 100 millivolts, ça a un impact important parce qu'on parle de 150 mA à la sortie. Ouais. Okay. Troisième question que j'avais. Dans la méthode de désensibilisation que tu utilises, tu as été avec un couplage direct de sortie, c'est-à-dire là où le RF est appliqué par conduction. Oui. Parce que le schéma, il y a un fil qui relie. Voilà. Et donc, plutôt, je crois que ouais, ça serait cela, mais je préférais le au niveau système, au moment que j'en peux répéter tout le reste. Voilà. Et donc, là, tu désensibilises par rapport au signal qui, par conduction, d'accord, à travers un fil qui sort de l'étage RF et qui va dans le régulateur. Une question qu'on pourrait se poser, est-ce que c'est le... Ça, c'est le mécanisme de couplage qui est direct par conduction. Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il y a d'autres mécanismes de couplage? On va dire, là, tu as désensibilisé un aspect. Et est-ce qu'il y a d'autres? Et si oui, est-ce que tu t'attends à ce que ça soit, disons, plus important ou moins important? Oui. Il y a d'autres mécanismes de couplage. On peut le voir ici, parce que lorsqu'on a conçu notre circuit intégré, notre définition de la puce était également pour en tenir compte à travers les fils, finalement, qu'on met pour relier étant les pattes de la puce aux alimentations. Il existe finalement des inductances, parce que là, on travaille à très haute fréquence. Et donc, à travers ces inductances, on peut avoir une certaine infiltration du signal RF. Mais on a fait des simulations qui ont permis de se rendre compte que la grande majorité de l'infiltration RF passe plutôt par conduction, tel que vous venez de le mentionner, plutôt que par ces différentes voies. Donc, il y a une contribution aussi de ces voies-là. La principale reste cependant la conduction. Il pourrait être intéressant de pousser davantage l'étude à ce niveau, mais nous avons quand même pris la précaution de simuler, de se rassurer qu'on a une bonne partie de l'infiltration qui est traitée grâce à la résistance RF. Mais est-ce que tu as un argument pour dire que ça serait que ce que tu as analysé comme mécanisme, c'est le plus important, c'est là où il y aura le plus d'effets de problèmes? Des connexions à l'intérieur pour augmenter la résistance. Ce qui fait que sur cette page qu'on voit ici, à première vue, on aurait quand même un gros gain en termes de surface, parce que ce serait plus enfoui plutôt qu'à la surface. Et tu as une idée en fait du rapport de dimension que ça ferait là, autrement dit, ça, cette couche de résistance, c'est 50 ohms par carré. La résistance que tu utilises ici, c'est de l'ordre de combien? C'est ça, 56 ohms par carré. Oui, à peu près. Et si tu vois une résistance enfuie, on parle de quelle ratio? On parle de 3. 3 fois plus. On parle de. C'est très faible, c'est des essences très faibles quand même. On parle de 6, 7 ohms par carré quand même. Ça, tu peux trouver des résistances qui sont faibles. Est-ce que tu peux trouver des résistances qui ont beaucoup plus de résistivité par carré? Dans le circuit, dans le la résistance amplie, ça peut aller jusqu'à une grosse résistance grosse valeur de résistance par carré aussi. C'est difficile quand même. Et donc, toi, tu penses que ça serait cette technique? On pourrait essayer de faire un peu les deux, c'est-à-dire, parce que ça, c'est quand même des résistances de très forte valeur par carré. Donc, c'est assez efficace. On pourrait se dire, OK, on fait la moitié avec cette couche-ci, on essaie d'en faire une autre moitié avec des résistances enfouies, mais ça prend vraiment beaucoup
beaucoup de résistance enfouie. C'est quelque chose que je n'ai pas exploré en particulier. Je ne sais pas si il est possible de prendre des résistances enfouies maintenant, couche par couche, avant de pouvoir les faire remonter, mais... Donc, c'est pas un aspect que tu as... Non, c'est pas un aspect que j'ai véritablement. Très bien, je te remercie. C'est mon tour. Guy, c'était une présentation très adorable et puis j'ai apprécié beaucoup ta présentation. C'est une très bonne présentation que tu as faite. C'était clair. Bon, c'était clair. Hein? En lisant ton mémoire, j'ai remarqué que c'est un livre. Donc, je vous suggère de lire ce livre-là. En fin de compte, j'ai pensé qu'on était au département de littérature parce qu'on voyait un bon français. Félicitations pour ça. Il y a des petites erreurs que tu dois corriger probablement au niveau des figures parce que les figures sont un peu plus petites qu'on n'arrive pas à lire très clairement, mais ça, tu peux les corriger facilement. J'ai deux questions. À la page 21, lorsque tu as montré le circuit au niveau de polarisation de l'amplificateur, donc ici, à la suite de la présentation, à la page 21, tu n'as pas dit comment tu as trouvé ce circuit. C'est-à-dire, tu as présenté le circuit, mais sur quelle base tu es arrivé à ce circuit-là pour avoir 5 microampères? Pour concevoir ce circuit, vous êtes tenu compte de deux aspects. Le premier aspect, c'est... enfin, je reviens dessus après. Le premier aspect que je vais prendre, c'est celui de... finalement de faire comme dans la littérature, on va dire. C'est-à-dire, j'ai voulu apporter comme contribution ce circuit de polarisation. Je suis allé voir dans les livres que j'avais à ma disposition, Baker, Gray, qui sont les deux qui parlent de comment faire un circuit de polarisation. J'ai trouvé qu'ils proposaient des techniques pour montrer comment faire ce circuit de polarisation. C'est d'ailleurs l'un des circuits qu'on a dans le cadre du cours avec mon directeur, le cours sur la microélectronique analogique. C'est des circuits qui sont utilisés à l'intérieur. Mais ils avaient donc un problème, c'était d'enlever les résistances pour mettre juste les CMOS. Et donc c'est là donc, que je me suis dit, ok, je vais commencer par prendre ici le circuit, un miroir de courant. Je fais un miroir de courant télescopique. Ça permet d'augmenter la résistance de sortie, donc par rapport aux autres circuits que nous avons. Et ce que je fais, je m'arrange pour avoir un très faible courant ici, 0,5 microampères. Par la suite, ok, je fais ces trois branches, il me faut 4 potentiels. Ici, j'en ai un. Une branche pour VBB1, une branche pour VBN1, une branche pour VBN2. Et les transistors qui sont ici en dessous, je calibre leur dimension de la bonne manière pour avoir les bons potentiels VBP2, VBP1, VBN2, VBN1. Et c'est là que je me sers du deuxième élément, finalement, qui est l'effet miroir. Donc, je prends le potentiel ici et je le connecte ici. On a ici deux transistors. Également, on a ici deux transistors dans l'effet miroir. L'effet de miroir est assuré de façon très, très efficace. C'est ça. Et donc, pour minimiser au maximum la consommation de courant, il fallait prendre des ratios quand même suffisamment faibles. Ici, on a 6 sur 0,36. Donc là, on a juste 6,3. Ça augmente un tout petit peu le courant. Ici, on a 9. Ça augmente un tout petit peu le courant. Mais c'est cette branche qui a pris le plus de courant et qu'on a pu compenser grâce aux dimensions des transistors par le bas. Ma dernière question, c'est que lorsque tu as la page sur les bobines, tu as trouvé une bobine de 6 nanoharry. Je sais qu'avec le temps, parce que tu étais pris par le temps, tu as pris un modèle idéal. C'est une bobine pure. Oui. Et on travaille à peu près 1,8, 1,9 GHz. Oui. Est-ce qu'on pense qu'il y a des parasites au niveau du modèle de la bobine? Ça, c'est ma première question. La deuxième question que je vais poser en même temps, qui touche au même sujet, c'est que tu travailles avec le CMOS, donc on sait qu'il y a des bobines actives, des inductances actives qu'on peut créer à l'aide des générateurs. Bon, c'est vrai qu'on a besoin d'une capacité pour pouvoir créer, ou bien de quelques capacités pour pouvoir créer cette inductance. Est-ce que tu as pensé à voir cet aspect-là aussi pour pouvoir incorporer directement l'inductance? Ou bien quels sont les problèmes? Parce que probablement il y a des problèmes. Hein. Si tu incorpores une inductance au niveau de CMOS,
pour pouvoir régler le problème de l'infiltration de ton signal RF vers le régulateur. Il y a des problèmes. Donc, est-ce que tu as envisagé ces points-là ou bien comment tu vois dans le futur? Est-ce qu'on peut l'incorporer ou bien quels sont les problèmes qu'on peut avoir? Donc, réponds à la première question, c'est très facile pour moi. Donc, la première question qui est celle de dire, ok, j'ai finalement le facteur de qualité de la bobine. Donc, au départ, on est parti sur cette base, une bobine idéale, et puis on a obtenu ces résultats ici. Mais, par la suite, justement, j'ai pensé à ça, et je me suis dit, avec l'aide de mon directeur, il faut qu'on évalue, mettons, un facteur de qualité de la bobine qui soit proche des conditions d'intégration sur puce. Donc, on a fait de nouveaux tests, de ces nouvelles simulations. D'ailleurs, l'article qu'on a soumis à I3E, qui est accepté à I3E en part, avec un facteur de qualité d'à peu près 12, et donc qui représente quand même, compte tenu des problèmes d'intégration de bobines sur puce, une valeur assez raisonnable. Et donc, on a constaté que les résultats étaient légèrement meilleurs, c'est-à-dire qu'on était capable d'aller trouver une meilleure régulation, et ça nous a encouragé à dire qu'il est possible de faire de la bonne prédistorsion grâce à il est possible, ça nous a encouragé pour dire, ok, cette technique peut nous aider à avoir une bonne prédistorsion qui soit désensibilisée des perturbations RF. Donc, ça nous a permis de dire, la recommandation qu'on fait à ce niveau, elle est encourageante. Donc, on a maintenu la recommandation de dire qu'il faut faire de la prédistorsion, il faut essayer de faire de la prédistorsion qui a les bénéfices de cette désensibilisation, parce qu'on était déjà assez confortable dans cette logique. Donc ça, c'est la première chose. Pour l'aspect des gérateurs et autres... avant de répondre, parce que je ne vois pas que c'est bien spécifié dans le mémoire à ce point-là. C'est parce que ça a été fait... Après, parce que dans le film, on a mis, mais ici, on n'a pas mis. Peut-être, il faudrait peut-être ajouter cette facteur juste pour... Parce que ça va enrichir ton mémoire un peu plus. La deuxième question, c'est un peu compliqué, mais réponds à tout ce que tu peux faire. Oui, c'était finalement de vous donner... je ne me rappelle plus bien la question. Au niveau de girateur, est-ce qu'on peut créer une inductance, l'effet d'une inductance active sur la puce à l'aide des transferts CMOS? C'était un domaine que je n'ai pas envisagé. Au départ, je voulais faire un girateur. Je n'ai pas vraiment pu y arriver, on va dire. Donc, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre avec beaucoup d'assurance, on va dire. Une chose c'est certain, c'est que lorsque tu vas mettre des transports, il va y avoir des couplages aussi. Hein. Ouais. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on a peur de répondre directement, parce qu'on ne peut pas répondre sans faire une analyse théorique plus une simulation. Ouais. Donc il faut comprendre qu'il avait une limitation de temps. Donc déjà, il a passé beaucoup de temps sur l'aspect disons technologique ou bien technique, et il a passé un autre temps sur l'aspect pédagogique aussi. Donc il y a deux volets dans sa recherche. Bon, ok, c'est correct pour vous, pour vos réponses.